Bien, pour ne pas pénaliser toutes les personnes qui se sont connectées à l'heure, nous allons commencer, même si un certain nombre de personnes continuent de le faire. Donc, je suis, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis Michel René, je suis directeur de l'espace de réflexion éthique Occitanie. Et donc, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence qui nous avons organisée autour du thème du libre accès à l'assistance médicale à la procréation, intérêt de l'enfant et responsabilité médicale, un équilibre éthique. Alors, simplement pour vous situer un petit peu un rappel historique, nous avons organisé au cours de l'année 2021 un colloque autour de la nouvelle loi de bioéthique, colloque que nous avions organisé avec l'Institut Maurice Horioux à la personne de Xavier Bioy et la chaire de l'UNESCO d'éthique en la personne d'Emmanuel Arias-Semal. Donc nous avions organisé un colloque autour de la loi de bioéthique. Au décours de ce colloque, dont les actes vont d'ailleurs être publiés prochainement, et qui pourront être disponibles si vous le souhaitez, il nous est apparu important de pouvoir informer autour de cette nouvelle loi de bioéthique qui change quand même un certain nombre de sujets, de thèmes qui sont importants dans notre vie sociale. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons pensé que le sujet de l'assistance médicale à la procréation était un sujet particulièrement important, puisqu'il y a maintenant l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation sans indication médicale. Et donc, ceci a pu faire dire à certains qu'il y avait maintenant la possibilité d'avoir un droit à l'enfant, mais nous voulions nous interroger aujourd'hui sur ce que, en fait, pourrait être aussi le droit de l'enfant, et sur les sujets en particulier que le Centre d'assistance médicale à la procréation de Toulouse, dont le professeur Louis Bujon est le responsable, a été confronté à des problèmes qui, justement, vont faire l'objet de cette réflexion. Alors, je ne vais pas parler plus longuement, je vais simplement d'abord remercier Louis, Madame Bruggemann, Laurent Lemaître, Madame Moury et Madame Schenfield d'avoir accepté de réfléchir ensemble autour de cette thématique. Et je vais laisser la parole à Louis Bujon pour qu'il introduise le sujet et pour rentrer dans le vif de la réflexion. Merci Michel. Donc, ces questions que nous allons aborder maintenant, à vrai dire, on se les pose depuis très longtemps. C'est-à-dire depuis le début de l'assistance médicale à la procréation, qui était jusqu'alors une thérapeutique alternative, ce n'est pas un traitement, mais une alternative au problème de stérilité. La nouvelle loi de bioéthique a changé la donne. Elle a permis le recours à l'assistance médicale à la procréation sans aucune indication médicale. Et donc, du coup, certains ont pu interpréter ce changement de la loi comme un libre accès à la procréation, au technique d'assistance médicale à la procréation, et un droit à l'enfant. Et c'est une vraie question, certains le revendiquent. Alors, cependant, le législateur a conservé une notion qui était là depuis plusieurs dizaines d'années dans la loi, c'est la notion d'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant est une notion abstraite, donc abstraite en théorie. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un peu l'objet de la discussion que nous allons avoir, c'est de savoir quelle est la signification de la notion d'intérêt de l'enfant dans la loi. Existe-t-il un droit à l'enfant? Comment juger de l'intérêt de l'enfant? Quels sont les repères qui vont permettre une discussion éthique? Parce que dans nos équipes pluridisciplinaires, à un moment donné, il faut arriver à une prise de décision. On ne fait pas de l'éthique abstraite, il faut qu'à un moment donné, cette discussion
qui doit être éthique normalement, arrive à une prise de décision. Comment peut-on trouver, et du coup ça pose la question parfois dans les situations, comment peut-on trouver l'équilibre entre une autonomie, et vous savez que Kouchner a défini l'autonomie de l'individu, du patient, de la personne, et la responsabilité médicale. Et donc ces questions, on se les pose depuis très longtemps, et je suis ravi d'avoir posé ces questions aux différents intervenants qui vont me succéder, notamment Madame Bougement, qui est juriste, donc, et à qui j'ai posé la question, premièrement, y a-t-il un droit à l'enfant? Et deuxièmement, qu'entend-on par intérêt de l'enfant? Dans la loi française. La deuxième intervenante sera le docteur François Cheffi, une collègue donc, qui est à Londres, on partage quelques bancs à l'Académie de médecine, puisqu'elle est correspondante comme moi. Et elle a une expérience à Londres qui est totalement différente de nos expériences. Nous, on arrive maintenant à aller vers le sens de la prise en charge sans éducation médicale, mais à Londres, c'est déjà également pour éclairer le débat, pour éclairer la discussion, pour avoir des arguments et surtout des situations. J'ai demandé à Najat Nouri, qui est docteur en psychologie clinique, qui intervient dans le SECOS, et de nous rapporter quelques cas pour illustrer ces questions. Et enfin, moi j'interviendrai à la fin, et puis Monsieur Laurent Lemaître, qui est psychologue clinicien, a accepté de faire une discussion en extérieur. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Mme Brugement, qui va nous expliquer, qui va répondre, essayer de répondre à la question qu'on lui a posée. Merci. Je remercie l'espace de réflexion éthique Occitanie de m'avoir offert cette opportunité d'échanger avec vous sur le thème de l'assistance médicale à la procréation et d'énoter sur ma feuille procréation médicalement assistée. C'est un réflexe de juriste civiliste, puisque dans le code civil, on parle plutôt de PMA que de KMP, mais je vais quand même essayer d'adapter mon vocabulaire. Alors, Monsieur le professeur Bujan a bien voulu préciser que j'étais juriste, je suis maître de conférence à l'université, je ne suis pas particulièrement spécialisée sur ces questions, du coup, ça m'a beaucoup intéressé de m'y pencher un petit peu plus que ce que je n'avais fait jusqu'alors. Et c'est bien sûr sur le terrain juridique que je vais apporter une réponse, ou tenter d'apporter une réponse à cette question éminemment redoutable que Monsieur le professeur Bujan m'a posée. Existe-t-il un droit à l'enfant? Alors, pour ce qui est de l'intérêt de l'enfant, je pense que ça suscitera beaucoup plus de questions dans les échanges ultérieurs. Nous développerons peut-être davantage après. Donc, existe-t-il un droit à l'enfant? Et surtout, en tout cas, c'est ainsi que je l'appréhende cette question, existe-t-il un droit à l'enfant depuis cette réforme du droit de la procréation médicalement assistée opérée par la loi du 2 août 2021? Alors, formulée ainsi, la question paraît plutôt simple, mais elle impose malgré tout une réponse très nuancée. Avant tout, je tiens à définir, alors je vous prie de m'excuser si vous êtes allergique au droit, je suis obligée quand même de préciser quelques éléments purement terminologiques et purement juridiques pour bien que vous compreniez dans quel cadre je me place. Donc, pour éviter toute ambiguïté sur les mots utilisés en particulier. Alors, d'abord, il faut savoir que l'expression droit à est fréquemment utilisée par les textes juridiques. Vous connaissez, tout le monde connaît le droit à la vie privée, le droit à l'identité, le droit à l'image. Ces droits à font partie d'un ensemble plus large qu'on appelle classiquement les droits subjectifs. Alors, ça n'a rien de compliqué à comprendre puisqu'il s'agit des prérogatives que les textes, la jurisprudence reconnaissent au sujet, c'est-à-dire vous et moi. L'expression droit à est cependant parfois utilisée à mauvais escient et loin de désigner un droit subjectif comme elle devrait dans notre vocabulaire juridique, elle désignera parfois une revendication, parfois une simple liberté. Or, il est important
en droit de bien distinguer les droits subjectifs de liberté. La liberté, c'est la possibilité de se comporter selon sa propre et autonome volonté. C'est, selon une expression classique, une virtualité de droit. Bien sûr, une liberté peut devenir un droit, mais il faut pour cela qu'on lui reconnaisse un objet précis et que le législateur, en tout cas dans notre système de droit écrit, que le législateur l'estime nécessaire de consacrer cette liberté. Cette différence entre droit et liberté peut paraître un peu subtile et malheureusement elle est essentielle au vu des conséquences qu'elle a pour l'État et le législateur selon la qualification que l'on va retenir. Face à une liberté, l'État français dans notre exemple, doit simplement s'abstenir d'ériger des obstacles à l'exercice de cette liberté. Il n'est jamais tenu d'apporter une aide active pour en permettre l'exercice, même s'il peut évidemment le faire s'il estime nécessaire, utile, pertinent. En revanche, face à un droit subjectif, l'État n'a plus cette latitude et est tenu d'apporter un soutien actif pour garantir l'exercice de ce droit, l'exécution. Pour en revenir à la question qui nous occupe, le droit à l'enfant, aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, personne ne conteste que chacun est libre de concevoir un enfant s'il le peut. Si ce n'est qu'une liberté, l'État doit s'abstenir d'ériger des obstacles à son exercice, mais il peut aussi tout à fait librement y apporter son soutien. Rien ne l'oblige, sur le terrain juridique, à financer les traitements de la fertilité ou les techniques de PMA. Si, en revanche, devenir parent devient un droit subjectif, l'État ne peut plus se contenter d'une attitude passive et il est tenu d'apporter son soutien à l'accomplissement du désir d'enfant. Voilà les implications de cette qualification de droit à l'enfant plutôt que de liberté d'être parent. Cette distinction droit et liberté n'est pas toujours d'une grande clarté et elle, même pour les juristes les plus aguerris, même pour la Cour européenne des droits de l'homme, dont les arrêts tendent à voir parler de droit là où il y aurait liberté. Donc, je conviens avec vous que c'est peut-être une nuance un petit peu trop subtile. Néanmoins, elle me paraît essentielle pour comprendre l'enjeu de la question qui m'a été posée. Existe-t-il un droit à l'enfant? Aucun texte aujourd'hui n'utilise expressément cette expression. Par ailleurs, les plus hautes instances juridiques, pour nous le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, ont clairement dénié qu'il existait un droit à l'enfant, au sens de droit subjectif. Il est vrai que consacrer expressément un tel droit paraît totalement impossible. Comment accepter qu'on puisse exiger d'être parent? Comment l'État pourrait-il répondre à une telle demande dans toutes les situations? Consacrer un tel droit impliquerait de faire de l'enfant l'objet d'un droit subjectif et heurterait les droits de l'enfant, les principes de la disponibilité de l'État des personnes, voire, selon certains, le principe même de dignité. Donc, vous voyez que la consécration, en tout cas explicite, d'un droit à l'enfant est loin d'être d'actualité. D'ailleurs, pour clairement signifier qu'il n'existait pas de droit à l'enfant, le législateur français, dès 1994, a strictement encadré le recours aux procréations médicalement assistées en France. Il n'a autorisé que certaines techniques et les avait, vous le savez, réservées aux couples frappés d'infertilité pathologique. Ce cadre général a été conservé pendant près de 30 ans, alors qu'il a été régulièrement questionné au regard des besoins de notre société et de l'intérêt de l'enfant issu de ces techniques. En 2021, le législateur a choisi de le faire radicalement évoluer. Je dis bien choisi car il s'agissait d'un choix opéré librement par l'État français dans la mesure où, sur un strict plan juridique, rien ne lui imposait d'élargir l'accès à la procréation médicalement assistée. Notamment au regard du principe de non-discrimination, la Cour européenne des droits de l'homme avait clairement dit que le fait de ne réserver la procréation médicalement assistée au cas d'infertilité pathologique était conforme aux principes juridiques. C'est un choix libre
qu'il a donc opéré. Et ce choix ne doit pas donc révéler la consécration d'un droit à l'enfant. Le nouveau dispositif encadre toujours d'ailleurs avec une certaine rigueur l'accès à ces techniques. Comme nous le verrons dans un premier temps, je développerai très court, c'est très bref, je vous rassure, et cet encadrement relativement strict devrait dès lors conduire à exclure toute consécration implicite d'un droit à l'enfant par le nouveau dispositif. Pour autant, notre réponse à cette question que vous m'avez posée, est-il un droit à l'enfant, ne serait pas complètement complète, ne serait pas parfaitement complète, excusez-moi, si nous ne nous interrogions pas sur l'avenir du dispositif. Certains commentateurs, vous savez, ayant souligné la fragilité de celui-ci à la suite de la disparition de l'indication pathologique des procréations médicalement assistées. Et je m'appesantirai très rapidement sur ces craintes dans un second temps. Le juriste fait toujours en deux temps. Premier temps, deuxième temps. Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement, c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Donc tout d'abord, dans un premier temps, rappelons ce cadre que vous connaissez tous parfaitement, donc j'irai assez vite, simplement pour signaler, pour rappeler qu'il existe toujours un cadre pour accéder à la procréation médicalement assistée, à l'assistance médicale à la procréation. L'article L 2141-2 expose toujours la finalité de l'AMP, mais il a été profondément remanié pour satisfaire l'objectif d'élargissement du législateur. L'AMP est désormais ouverte aux couples composés d'un homme et d'une femme, aux couples composés de deux femmes, et enfin aux femmes seules, non mariées, précise le texte. L'élargissement opéré est donc bien réel, mais il n'est pas total. Certains sont toujours exclus du bénéfice de ces techniques. Les couples d'hommes et les hommes seuls, en raison, vous le savez, du maintien de l'interdiction des mères porteuses. Pour cette même raison, sont également exclus du bénéfice de ces techniques les femmes seules, dans l'incapacité de porter un enfant. De même, la loi exclut toujours les personnes qui ne sont plus en âge de procréer. Cette limite d'âge a été d'ailleurs précisée par les décrets d'application. Jusqu'à présent, l'âge de procréer relevait de l'appréciation, si j'ai bien compris, de l'équipe médicale, même s'il y avait une entente générale sur ces âges. Enfin, demeure prohibée, vous le savez, la procréation médicalement assistée dite post-mortelle, c'est-à-dire lorsqu'un des membres du couple est décédé avant la réalisation de l'acte technique. À première vue, donc, même si le champ d'application a été élargi, il demeure circonscrit. Les conditions d'accès maintenues s'ajoutent à la nécessité de respecter, rappelons-le, en cas de recours au don de gamètes ou d'accueil d'embryons, les principes d'anonymat, les principes de gratuité et le principe de gratuité, bien sûr, et certaines techniques demeurent, alors même qu'elles sont réalisables, interdites en France. Je pense notamment à la ROPA, la réception des ovocytes de la partenaire, qui est permise dans d'autres États européens. Ainsi, la persistance de ce cadre législatif plaide pour une réponse négative à la question qui m'a été posée. Le droit français ne paraît toujours pas consacrer, même implicitement, de droit à l'enfant. Il a simplement jugé nécessaire d'accorder son aide à de plus nombreux projets parentaux, cette aide étant jugée conforme à l'évolution de notre société. Certains s'inquiètent néanmoins de l'incidence sur la solidité de ce nouveau dispositif, de la disparition de l'indication thérapeutique de l'AMP. Et c'est sur ces craintes que je vais enchaîner dans un dernier temps. Vous le savez, pour élargir la procréation médicalement assistée à toutes les formes de couple et aux femmes seules, il fallait supprimer la condition d'infertilité pathologique. Certains s'inquiètent des répercussions que cela peut avoir sur la solidité d'ensemble du dispositif. En effet, excusez-moi, il fait chaud et la semaine a été longue. En effet, la suppression de cette condition d'infertilité n'a rien d'anodin. Elle était jusqu'à présent perçue comme la pierre angulaire du système français et comme la condition qui permettait de justifier, de légitimer les autres
conditions posées à l'accès à la PME. Privées du fondement médical, ces conditions d'accès à l'AMP peuvent-elles encore être opposées aux candidats à ces techniques, sans encourir notamment les foudres de la Cour européenne des droits de l'homme? C'est notre inquiétude permanente. Si on évoque par exemple, je ne vais peut-être pas toutes les évoquer, mais si on évoque par exemple la condition d'âge, autrefois, l'exigence d'une stérilité pathologique suffisait à justifier l'exigence que les candidats soient en âge de procréer. Aujourd'hui, cette exigence d'un âge maximum se fondera davantage sur la nécessité pour le médecin de ne pas porter atteinte à la santé de la femme qui portera l'enfant. Cependant, on peut s'interroger sur comment justifier qu'on exige un âge maximum pour l'autre membre du couple, puisqu'il n'y a pas besoin de justifier d'une stérilité pathologique. Évoquons également la question de l'assistance médicale à la procréation post-mortem. On sait que cette interdiction a été très débattue au moment de l'adoption de la loi, et elle paraît aujourd'hui très fragilisée par la disparition de la condition d'infertilité médicale. Elle paraît aussi fragilisée par la possibilité qui a été offerte aux femmes seules de concevoir par assistance médicale à la procréation l'exigence d'une double parenté n'est donc plus la condition pour tout le monde, donc il n'y a pas de raison d'exiger, d'interdire la AMP post-mortem. En tout cas, c'est le raisonnement qui est parfois suivi. Et il pourrait paraître très difficile à l'avenir de refuser de remettre à la femme les gamètes de son compagnon décédé si elle souhaite bénéficier d'une telle assistance médicale à la procréation à l'étranger. En effet, déjà, le Conseil d'État a pu refuser de valider un tel refus en raison de l'atteinte manifeste du droit au respect à la vie privée et familiale, dans un cas où il était concerné une femme espagnole, parce que la loi espagnole le permettait. Mais aujourd'hui, il est vrai que cette interdiction pose problème au regard de la suppression de la finalité médicale de l'AMP. On verra ce que cela donnera dans l'avenir. Ces craintes, je ne les évoque pas toutes parce que les écrits sur ces questions sont très nombreux, mais ces craintes peuvent paraître excessives à certains, infondées à d'autres, prémonitoires à d'autres encore. Je vous laisse juge de leur pertinence. Ce qui est certain, en revanche, c'est que dans ce contexte, la responsabilité de l'accès à la procréation médicalement assistée risque de reposer à terme, principalement, essentiellement, sur l'appréciation que mènera l'équipe médicale, dont le législateur a d'ailleurs souhaité renforcer le rôle. Comme auparavant, les entretiens préalables avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire, c'est bien l'expression consacrée par le texte, ces entretiens ont pour but, comme avant, d'informer les candidats à l'AMP sur les techniques, information d'ordre médical, mais aussi juridique. Ces entretiens ont également pour but de vérifier la motivation des candidats. Cette référence à la motivation des candidats peut interroger quelqu'un qui ne connaît pas les pratiques. Est-ce qu'on interroge leur motivation parentale? Est-ce qu'on interroge leur motivation au sens de ils sont bien motivés pour subir les traitements? Je ne sais pas. Là aussi, les praticiens seront davantage exposer ces éléments. Il est aussi précisé, depuis la réforme, que les médecins doivent procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple. C'est l'article L 2141-10 qui le précise désormais. Alors cette précision, je pense, a été jugée nécessaire pour pallier le fait que certains des candidats à l'AMP ne sont désormais plus suivis forcément médicalement pour l'infertilité pathologique. Il faut donc qu'il y ait une évaluation médicale, puisque l'AMP doit se réaliser dans des règles de sécurité sanitaire. Voilà pour l'objectif de ces entretiens. Comme auparavant, l'équipe devra procéder à un contrôle qu'on pourrait qualifier dans un langage juridique un contrôle de légalité. Légalité en un seul mot, c'est-à-dire destiné à vérifier que les candidats à l'AMP remplissent bien toutes les conditions posées par le code pour accéder à ces techniques. Ensuite,
Dans le cas contraire, l'équipe médicale pourra opposer son refus. Refus aux couples d'hommes, refus aux personnes ayant dépassé les seuils d'âge, ou refus aussi à ceux qui n'auraient pas passé au la main l'évaluation médicale. Comme auparavant également, l'équipe devra procéder à un contrôle que je qualifierais, faute de mieux, de contrôle d'opportunité. Le médecin peut en effet imposer au candidat un délai de réflexion, après concertation au sein de l'équipe, et ce, dans l'intérêt de l'enfant à naître, précise le texte. Cette précision figurait déjà dans le texte antérieur. Malheureusement, rien ne vient préciser ce que recouvre cette notion, qui est pourtant visiblement centrale. Traditionnellement, elle doit être appréciée. Traditionnellement, c'était dans le langage du Code civil, la référence à l'intérêt de l'enfant est très fréquente. C'est même à l'aune de l'intérêt de l'enfant que toutes les dispositions du droit de l'enfance sont appréciées aujourd'hui et peuvent être remises en cause si elles paraissent contraires à cet intérêt. Donc, on connaît cette référence et traditionnellement, on sait qu'elle doit être appréciée à la fois in abstracto, ce qui signifie qu'on doit s'interroger sur, on doit se poser la question suivante, qu'est-ce qui est en général conforme à l'intérêt d'un enfant? Et elle doit être également appréciée in concreto, c'est-à-dire qu'on doit se demander qu'est-ce qui est conforme à l'intérêt de cet enfant particulier. La difficulté de l'exercice, qui est reconnue dans tous les domaines, semble ici cependant renforcée par le fait que l'enfant en cause n'est même pas encore conçu. Donc l'appréciation concreto demande évidemment ici à être adaptée à ce contexte particulier. Cet enfant n'est même pas encore une réalité. Au moment de l'évaluation opérée, ce n'est qu'une potentialité. Les textes prévoyant l'intervention de l'équipe médicale n'ont pas, vous le voyez, été profondément modifiés. Pourtant, il me semble que l'évolution d'ensemble du dispositif encadrant l'AMP, évolution que je viens de vous tracer un peu sommairement, il me semble que cette évolution renforce le poids de cette appréciation par l'équipe médicale, de cette appréciation du projet parental qui lui est soumis. En particulier, si, comme le craignent certains, les conditions qui demeurent pour accéder à l'assistance médicale à la procréation sont à terme progressivement atténuées ou remises en cause, seule demeurera l'exigence de conformité à l'intérêt de l'enfant. Ce sera le dernier obstacle à la réalisation du projet parental. C'est une lourde responsabilité qui pèse sur l'équipe médicale. Certains salueront l'intelligence du législateur qui choisit de laisser les choses sérieuses aux praticiens, le soin de cette appréciation à ceux qui connaissent et qui rencontrent les personnes. D'autres pourront s'inquiéter de voir que cette responsabilité a été abandonnée par la loi. Ici, s'affrontent non plus la liberté et le droit le droit subjectif, mais plutôt deux conceptions différentes du rôle du législateur et du rôle de la loi. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir été à peu près claire. Merci. Bon, effectivement, cet éclairage juridique que vous avez utilisé, et puis vous parliez de l'intérêt de l'enfant, peut-être le docteur François de Chatfield va nous expliquer comment l'intérêt de l'enfant est apprécié par nos collègues britanniques. Merci Louis, merci à tous de m'avoir invité. Oui, je vais vous parler de ce qui se passe depuis un certain temps outre-Manche. Alors, je vais partager mes liens. Vous allez me confirmer que vous les voyez bien? Oui. D'accord. Alors, que je trouve, on va bouger ceci. Tu veux un diaporama peut-être? Oui, oui, oui. Il faut que... voilà, comme ça, c'est mieux. Est-ce que ça va? Oui, c'est parfait. Bien. Donc, comme Louis vous l'a dit, ça fait un certain temps que je suis exilée, si l'on veut, de l'autre côté de la Manche et que grâce à notre société européenne, c'est devenu un petit peu notre spécialité de comparer ce qui se passe dans de nombreux pays. Et ce qui se passe en France et ce qui se passe en Grande-Bretagne sont bien sûr les deux pays que je connais le mieux. Pour vous expliquer comment on prend l'intérêt de l'enfant
en compte en Grande-Bretagne, il faut que je vous dise que notre loi date de 1990 et que depuis le début, la responsabilité a été donnée au corps médical de prendre en compte l'intérêt, le welfare, le bien-être de l'enfant à venir à la suite des traitements d'AMP, mais aussi de tout autre enfant qui pourrait être affecté par cette nouvelle naissance. Le texte dit une femme ne doit pas recevoir, puisque la femme est la récipiente du traitement, que ce soit en FIV ou en insémination, ne doit pas recevoir, à moins qu'il n'ait été tenu compte du bien-être de tout enfant qui pourrait naître à la suite de ce traitement et de tout autre enfant, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est le double négatif qui est, je pense, favori des mathématiciens et des juristes. Il faut donc que nous nous en assurions. Et à la suite de la première loi qui date de 1990, a été créée la HFEA, notre autorité pour l'embryologie et la fertilité, l'équivalent de l'agence de la biomédecine, sauf qu'elle ne s'occupe, elle, que de la PMA et pas des greffes et des autres devoirs de l'agence de la biomédecine. L'évolution de la loi en Grande-Bretagne a suivi en fait l'évolution sociétale. Il était dit dans la première loi que la prise en compte de l'intérêt du futur enfant était y compris le besoin d'un père, ce qui voulait dire qu'il n'était déjà pas interdit de faire un traitement pour un couple de femmes ou des femmes seules. Ça a été modifié en 2008 par la nécessité d'une parentalité de soutien, c'est-à-dire que au lieu de rendre obligatoirement la deuxième personne qui n'allait pas porter l'enfant masculine, on pouvait, de manière extrêmement positive, considérer que nous avions affaire à un couple de femmes. Donc, cette évolution a suivi d'autres législations avec des différences concrètes sur les données du certificat de naissance, puisque jusqu'à 2009, si une femme naissait dans un couple de femmes, l'enfant avait une mère, mais pouvait être adopté par sa partenaire. À partir de 2009, le deuxième parent peut être sur le certificat de naissance. Et ça suit une législation en droit civil, qui est ce qu'on appelle le partenariat civil, civil partnership. En fait, je dis parfois ça ressemble au Pacs, mais ça ne ressemble pas au Pacs parce que le Pacs, en droit français, c'est pour tout le monde. Et ce partenariat civil est non applicable aux couples hétérosexuels qui sont ou vivent ensemble et ensuite doivent s'assurer de reconnaître l'enfant pour avoir des droits égaux, mais donne à ceux qui faisaient ce partenariat civil les mêmes droits et responsabilités que les mariés hétérosexuels pour leur propriété, leur héritage, les droits à la santé. Ça a été finalement modifié par une consultation sur le mariage civil, c'est-à-dire le mariage pour tous, en 2012, et la loi sur le mariage pour tous a été adoptée au Parlement en 2013, ce qui fait que les enfants nés d'un couple de femmes, il est rare de nos jours qu'il soit nécessaire que l'enfant soit adopté par la deuxième partenaire qui n'est pas nécessairement la mère biologique. Ensuite, le code de pratique qui a commencé à être écrit à partir de 1991 et nous en sommes à la 9e mouture, nous a donné quelques informations sur la manière dont chaque centre doit pratiquer ce qui est dans la loi. Donc, le centre doit tenir en compte des facteurs susceptibles de causer un risque de préjudice important ou de négligence à tout enfant qui pourrait naître ou à tout enfant existant déjà dans la famille avant de proposer un traitement. Ces facteurs comprennent tous les aspects de la vie du patient ou, s'ils en ont un, entre parenthèses, rappelant bien sûr qu'il n'est pas interdit de proposer un traitement à une femme seule. Donc,
tous les aspects susceptibles de causer ce risque de préjudice important ou de négligence qui entraînerait des dommages ou une négligence grave, qu'elle soit physique ou psychologique. L'introduction du chapitre de ce code de pratique qui doit faire environ 150 pages et qui recouvre le labo, etc., beaucoup, qui est très détaillé, mais l'introduction de ce chapitre sur l'intérêt de l'enfant dit que la santé, le bien-être et le développement de l'enfant sont au centre du rôle de parent, que c'est l'essence de la responsabilité parentale. Et je dois dire qu'en droit anglais, c'est un petit peu à part, mais il y avait une législation sur les parental rights qui est devenue parental responsibilities, la responsabilité parentale. Donc, un petit peu comme nous l'a expliqué notre juriste française, pas vraiment de droit positif à avoir un enfant. Tout est responsabilité quand on pense à l'enfant et notre responsabilité en tant que praticien est de se poser quelques questions, mais sans discrimination. Il est en effet présumé que tous les parents potentiels seront a priori des parents de soutien, des parents aptes à suivre leur rôle de parents tel qu'il est décrit, en l'absence de toute raison raisonnable de craindre, etc., qu'un enfant qui pourrait naître ou tout autre enfant est à risque de préjudice important. Lorsque les centres s'inquiètent de l'existence de cet engagement vis-à-vis de l'enfant, ils peuvent tenir compte des réseaux familiaux et sociaux au sens large au sein desquels l'enfant sera élevé. C'est-à-dire qu'au début, quand on voyait des femmes seules, on leur demandait si leurs parents étaient d'accord, quels étaient leurs plans pour continuer à vivre sans trop de stress une fois qu'elles seraient mères seules. Et c'est ainsi qu'on posait quelques questions pour savoir si il y avait un soutien au dehors du noyau qui était rétréci à une personne avec le noyau familial au sens le plus large. Ensuite, le code de pratique nous donne quelques exemples. Par exemple, on peut poser des questions ou on peut s'inquiéter si les circonstances passées ou actuelles qui sont susceptibles d'entraîner une incapacité à s'occuper tout au long de l'enfance de tout enfant qui pourrait naître ou qui nuisent déjà gravement aux soins d'un enfant existant dans la famille. Par exemple, des conditions mentales ou physiques, un abus de drogue ou d'alcool, les antécédents médicaux, lorsque ces antécédents indiquent qu'un enfant qui peut naître est susceptible de souffrir d'une affection médicale grave ou d'autres circonstances, quelles qu'elles soient. Très important, il est en fait écrit pour qu'on s'en souvienne qu'il ne faut pas oublier de poser des questions sur des condamnations intérieures, surtout des condamnations vis-à-vis d'enfants. S'il y a eu des mesures de protection de l'enfance prises à l'égard d'enfants existants ou s'il existe une violence ou discorde grave dans le milieu familial. En pratique, que faisons-nous? Nous avons un questionnaire qui, bien sûr, est donné au couple ou à la femme, au couple hétérosexuel, au couple de femmes lesbiennes, après avoir pris tous les détails de leur situation et au point de vue de la fertilité, qui demande spécifiquement, y a-t-il de la violence ou de la discorde grave dans votre environnement familial? Avez-vous des problèmes de drogue ou d'alcool? Question qu'on a toujours posée quand on demandait les antécédents de nos patients. Et à votre connaissance, votre enfant est-il exposé à un risque accru de troubles transmissibles ou héréditaires? S'il y a un problème potentiel, le centre se doit de contacter le généraliste, mais je dois dire qu'en fait, comme le système marche un peu dans l'autre sens, nous voyons nos patients après qu'ils aient eu un médecin référent, qui est dans la plupart des cas un médecin généraliste qui connaît plus ou moins les antécédents. Donc, parfois, nous avons une information avant de voir le patient. Nous devons aussi contacter les services sociaux s'il y a lieu ou d'autres spécialistes s'il y a un problème médical grave.
Et en cas de refus, qui est, je dois dire, extrêmement rare, nous avons le devoir de l'expliquer au couple ou à la personne et de documenter les raisons. Le bien-être, l'intérêt de l'enfant est un sujet qui a fait couler pas mal d'encre parmi ceux qui font de la bioéthique et les philosophes. Et je voudrais citer quelqu'un avec qui j'ai travaillé longtemps pour notre Société européenne de reproduction, qui est Guido Pennings, professeur de bioéthique à Gand, et qui a, lorsque nous avons, pour notre Société européenne, décidé d'analyser un petit peu cette notion d'intérêt de l'enfant, évalué 3 niveaux. Le niveau minimum de bien-être de l'enfant, en dessous de cela, la vie serait inacceptable, une vie de souffrance pour l'enfant, c'est quelque chose, bien sûr, à éviter. Le niveau maximum, ne proposer un traitement que si les conditions sont optimales, ferait qu'il est probable qu'on n'accepterait pas beaucoup de patients. Donc, il a conclu qu'il fallait un niveau raisonnable, qui est une notion qui est souvent aussi dans le droit anglo-saxon, reasonable, les raisons qui sont raisonnables, peut-être une tautologie, mais qui permet en général à l'individu de se réaliser dans ses objectifs, donc de ne pas mettre d'obstacles dans sa vie future, ou d'obstacles disproportionnés. Il a aussi écrit par ailleurs un autre article sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure, sur l'évaluation de l'intérêt de l'enfant dans les couples homosexuels ou dans les couples homosexuels lesbiennes, rappelant qu'on n'avait jamais trouvé d'effet négatif, mais que si la société autour n'acceptait pas la relation, ça serait en soi un facteur négatif. Alors, pour terminer, je vais aussi vous dire ce qui s'est passé en pratique au fil des ans en Grande-Bretagne, parce que je crois que ça peut vous intéresser, surtout pour les Écosses. Il va y avoir plus de demandes de femmes en couple avec une autre femme ou de femmes seules. Et vous verrez sur cette dia les 2 lignes inférieures. DI, c'est insémination par donneur, on inverse. Et entre 2009 et 2019, la proportion de couples hétérosexuels a vraiment décru de 57% à 38%. La proportion de couples de femmes s'est accrue de 25% à 44%, et la proportion de femmes seules, ce que Madame Golombok, dont je vais vous parler dans une minute, appelle les femmes solo, n'a pas vraiment changé. Elle est d'environ de 18%. En conclusion, je veux peut-être vous dire qu'il y a eu pas mal d'études sur le suivi des enfants nés de l'AMP, en particulier les enfants nés du don de gamètes, par l'équipe de Madame Golombok, qui a étudié ces enfants pendant plus de 15 ans. D'abord les enfants du don, les premières études montrant qu'il n'y avait aucune différence avec les dons de gamètes sur les enfants conçus par un AMP ou conçus naturellement, sans notre action de spécialistes. Et beaucoup d'articles aussi sur la relation entre la mère, l'enfant, dans le don, lorsqu'on connaît le nom du donneur ou pas, et un suivi qui va certainement maintenant jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans et qui montre que les enfants du don que l'on a informés sont parfois curieux de connaître quelques détails sur leur géniteur biologique, qui n'est pas leur père, et que certains
sont plus intéressés à savoir s'ils ont des demi-frères ou demi-sœurs issus du même donneur plutôt que de connaître le donneur. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Françoise. Je crois que c'est effectivement une particularité. Là, le gouvernement nous disait que le législateur avait donc laissé l'appréciation de l'intérêt de l'enfant en France à l'équipe médicale, mais vous avez donc mis en place un guide de bonne pratique qui détaille un peu, enfin, on connaît les papiers de Phoenix sur les niveaux, j'en parlais tout à l'heure, et je crois qu'effectivement, ça renvoie à l'équipe pluridisciplinaire qui est inscrite dans la loi et la responsabilité, on va y revenir tout à l'heure, la responsabilité de l'équipe pluridisciplinaire, ça a été abordé. Donc effectivement, on a dans heureusement, je vous dis, dans une minorité de cas, des problèmes qui sont relativement complexes à gérer et à appréhender. Et Madame Loury va nous présenter quelques vignettes cliniques. On choisit 3 ou 4 vignettes cliniques pour nous présenter ce qui se passe en situation réelle et comment les équipes sont interrogées. Donc, je vais vous présenter des situations cliniques qui ont été discutées, rediscutées de nombreuses fois avec les équipes disciplinaires, parce qu'en fait, il y a pas mal de questionnements. Je reviens sur cette notion de l'enfant qui est présent, la demande du couple de l'enfant, le droit à l'enfant, et aussi l'intérêt de l'enfant, qui est présent dans l'esprit des femmes et des hommes qui sont en demande d'aide médicale à la procréation, et qui reste dans le centre des échanges avec les professionnels, des médecins, des psychologues du service. Souvent, cette place est souvent les fonds de place idéalisés, donc le désir devient beaucoup plus important et prend une place importante, d'autant plus qu'il est soumis à la loi de l'absence ou du manque. Donc, pour rentrer là-dedans, parce que c'est les entretiens avec les femmes et les hommes qui sont dans ce désir-là tournent toujours autour de ce désir et de justifier le désir de l'enfant et leur demande d'aide. Donc, je vous présente quelques situations. Donc, pour le premier couple, donc il s'agit d'un couple qui est âgé, monsieur 30 ans, il est tétraplégique et sans activité. Madame qui a sa compagne qui a 25 ans, qui souffre d'une paralysie du bras gauche, des troubles cognitifs et des difficultés pour s'exprimer. De son côté, elle travaille à temps partiel au centre d'aide par le travail. Le couple s'est rencontré il y a quelques années, 4-5 ans, au foyer de jeunes adultes handicapés. Ils se sont installés dans un appartement thérapeutique avec l'objectif des éducateurs qui les suivaient de mettre une action d'apprentissage vers l'autonomie du couple dans la vie courante. Donc le couple, au moment que je l'ai rencontré, il bénéficie d'un suivi individuel par plusieurs intervenants, notamment les 2 éducateurs, une assistante sociale et une psychologue. Mais aussi, il bénéficie d'une thérapie de couple pour instaurer une bonne communication entre le couple qui n'arrivait pas à s'exprimer facilement. Donc, les partenaires, ils ont souligné dès le départ de la rencontre qu'ils sont des partenaires d'un couple comme les autres, mais ils n'ont pas une vie sexuelle ou et leur vie sociale reste restreinte. Donc, à la suite de la première consultation, le couple revient de nouveau pour voir l'équipe. À ce moment-là, ils étaient accompagnés par leur assistante sociale qui venait les soutenir dans ce projet. Donc, en ce qui concerne ce désir d'enfant, les couples disent qu'ils veulent avoir un enfant. Et comme tout le monde, ils revendiquent ce droit à l'enfant et donnent en exemple un couple d'amis qui se retrouvent à peu près dans leur même situation et qui ont eu naturellement plusieurs enfants. Donc, ils disent également que leur désir, qu'ils sont désirants de fonder une famille et qu'ils sont tout à fait capables d'aimer l'enfant et qu'ils trouveront dans leur environnement socio-éducatif par le biais des éducateurs, par le biais de l'assistance sociale, par le biais des psychologues qui les suivent,
et par les aides aussi, comme la femme de ménage ou les aides sociales qui trouveront des soutiens dans le cadre de leur parentalité. Donc, je m'arrête là pour la présentation du premier type. En ce qui concerne notre situation, là, bien sûr, je n'ai pas souligné que c'est une demande d'aide médicale avec l'endospermatozoïde. En ce qui concerne le couple numéro 2, c'est un couple qui est en demande de prise en charge. On a été intraconjugal, c'est un couple marié depuis 3 ans. Madame a 28 ans, monsieur 32 ans, tous les deux vous avez une bonne situation socio-professionnelle. Cependant, madame n'a jamais vécu en couple. Sa première rencontre était avec son conjoint actuel. Elle souffre de vaginisme primaire et au moment de la rencontre avec l'équipe, elle était toujours vierge. En raison de ces difficultés, ces difficultés-là l'amènent à une demande de prise en charge en INP. Et elle explique par ailleurs qu'en cas de grossesse, elle demandera forcément l'accouchement par césarienne. Donc, à côté de sa demande, monsieur se plaint de cette difficulté de son épouse. Il évoque les conséquences sur leur vie du couple, sur leur vie, leur intimité, et même sur le plan de la dynamique et de la communication dans le couple. Madame réagit sans incompréhension parce qu'elle revendique son droit et son autonomie, son droit à l'autonomie et à la liberté de son corps, à disposer de son corps. Dans le même registre, mais pour une femme seule, donc c'est la dame qui est âgée de 28 ans, donc c'est une autre situation très récente, qui est célibataire, qui n'a jamais connu de couple et qui souffre de vaginisme primaire. Elle ne s'est jamais projetée dans une couple et encore moins dans une coparentalité. Et elle explique son besoin à rester libre et totalement indépendante. Elle explique qu'elle vient pour une demande de prise en charge du temps et ce désir d'enfant est très ancien dans son histoire personnelle et qui date depuis ses 16 ans. Elle réalise déjà un parcours en Espagne avec plusieurs tentatives d'insémination, 5, et une succession d'échecs de toutes ces tentatives avec une fausse couche très précoce et qui est venue spontanément. Donc son entourage est informé de son projet. Il y a 2 sœurs qui la soutiennent et aussi sa mère. Le père n'est pas présent. L'histoire familiale était très compliquée. Et enfin, une dernière situation qui nous interrogeait pas mal en fait, sur la question justement de l'intérêt de l'enfant, de la question de l'intérêt de l'enfant. Donc, madame qui a 36 ans, qui est en couple avec un monsieur qui a 30 ans, depuis leur couple très récent, la vie de couple date de moins d'un an. Madame a 3 enfants âgés entre 12, 7 et 3 ans. Tous les 3 sont issus d'unions différentes. Et tous les 3 sont placés dans des familles d'accueil. Le dernier est placé très tôt. La mère a un droit de visite les week-ends. Elle nous explique que les 2 premiers ont été placés suite à des violences conjugales. Ce qui s'est passé pour elle, c'était suite à cette violence, elle a quitté le domicile conjugal, mais elle était très inquiète pour ses enfants, donc elle a contacté les services sociaux qui ont directement placé les enfants, constatant une négligence aggravée physiquement et psychologiquement sur les enfants. Par contre, le troisième enfant, il a été placé suite à une dépression où elle s'est sentie dans l'incapacité d'élever son petit garçon. Et elle explique aussi que cet acte de placement, c'est un acte d'amour. C'était pour préserver ses enfants, à la fois de son incapacité à ce moment-là de prendre soin de son enfant, mais aussi de les préserver de ce qu'ils avaient traversé parce qu'ils étaient victimes de violences conjugales. Et en ce qui concerne la demande actuelle, donc elle décrit que c'est une demande de couple qui reste très fusionnel, amoureux, et
qui demandent à concrétiser leur amour par un niveau, une nouvelle parentalité. Donc, Madame Henriette est amoureuse, cependant son conjoint n'a jamais eu d'enfant, et il savait dès le départ que le désir de sa compagne est d'avoir très rapidement un enfant, et suite à son infertilité, le couple se présente pour une aide médicale qui reste intraconjugale. Donc, l'intérêt de la prise en charge globale a été mise en cause. Madame refuse la suivi psychologique, ou en tout cas de parler de ces différentes situations douloureuses, et elle explique que la situation actuelle, c'est une nouvelle parentalité qui n'a rien à voir avec le reste. Donc, ces situations-là étant présentées à l'équipe pluridisciplinaire, ont été longuement discutées sur les principes du droit, l'accès à la parentalité, le droit de l'enfant, et aussi, surtout, l'intérêt de l'enfant, et aussi la question de prendre en considération tous les aspects, les différents aspects de la vie du couple, et sans discrimination ou sans eugénisme. Très bien. Ces cas illustrent un peu les qui sont des vignettes, les clairs qui sont là pour qu'on puisse débattre dans la suite. Je vais expliquer comment on peut fonctionner, puisque en fait, on revient à l'équipe médicale, à l'équipe disciplinaire, de s'intéresser à cette notion de l'enfant, et puis de trouver un difficile équilibre entre ce qu'on peut appeler l'autonomie, la liberté d'accès et la responsabilité médicale. Alors, juste avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais dire quand même que, en fait, les techniques, le pouvoir de la technique crée toujours de nouvelles possibilités. Donc, ça, c'est plus large que les thématiques de ce soir, mais dans la reproduction humaine, les nouvelles possibilités, vous allez le voir, sont très importantes dans le futur. On peut, par exemple, parler de nouvelles questions. Comment procréer? Quel choix peut-on faire sur le futur embryon? Est-ce qu'on peut façonner le futur embryon? Il y a des exemples, soit dans le diagnostic d'un tatoueur, soit l'histoire de l'édition génique, de façon d'enfants dont le génome a été modifié. Et bien sûr, c'est exceptionnel, hein, mais ça pose la question, quand même, quelque part, de la création de besoins par la technique. Ça s'appelle la technoscience. Et quelque part, cette technoscience, elle ouvre un grand nombre de possibles. Et de là, on ouvre un grand nombre de possibles, mais bien sûr, ça devrait un atelier de responsabilité. Et c'est un peu le sujet de ce soir. Nous pouvons faire l'économie d'une réflexion éthique. Et le nombre de questions éthiques est proportionnel au nombre de possibles. Et je crois qu'il faut, comme disait un seul journaliste, le pouvoir sur la nature nous rend responsables. Et c'est vraiment cette question de responsabilité dont on va discuter peut-être ce soir. Revenir à cette situation abordée ce soir, donc, on se retrouve dans une minorité de cas devant des situations extrêmement complexes. L'assistance médicale à la procréation, de par son pouvoir d'intervention dans un processus qui est un processus qui révèle classiquement de l'intime, du naturel, avoir un enfant, fonder une famille, soulève ces questions, et dans ces situations complexes, la prise de décision peut se décrire difficile. La question de la responsabilité de l'équipe médicale se pose. Alors, on peut évoquer plusieurs principes. On a discuté, François Schoenfeld a montré comment a été dans le guide pratique en Angleterre évoqué l'intérêt de l'enfant. On peut convoquer plusieurs principes éthiques, l'autonomie, la liberté, la bienfaisance et la pertinence des actes, l'innocuité et l'absence de malfaisance, et la justice et l'équité. Alors, si on prend l'autonomie de la personne, ce que je disais à l'introduction, l'autonomie du patient a été consacrée par la loi Bouchière en 2002. Le patient est au centre du soin et c'est lui qui doit décider. Dans le cadre
des demandes qui nous sont faites, c'est un peu moins simple. C'est-à-dire que dans le cadre des demandes qui sont faites, on n'a pas forcément qu'une personne, on a 2 personnes. Les avis peuvent être divergents entre 2 personnes, globalement. Ils peuvent avoir des positionnements différents qu'il va falloir exposer, qu'il va falloir entendre les membres du couple séparément. Mais là où l'autonomie est remise également en question, c'est sur la place du futur enfant. C'est donc, doit-on consacrer l'autonomie de la personne sans s'intéresser au futur enfant? Non, ça, la loi est très claire dessus, elle dit qu'il faut s'intéresser à l'intérêt de l'enfant, il doit être pris en compte. Le comité consultatif national d'éthique avait également précisé que les nouvelles techniques obligent à considérer séparément l'intérêt des patients, parents potentiels, et celui du futur enfant. Donc, on voit que l'autonomie peut être remise en question. La deuxième notion, c'est la bienfaisance et la pertinence de nos actes. Pour le couple et pour le futur enfant. Alors, la question se pose, tout à l'heure, notre juriste disait que la question de l'âge pouvait être contestée, on pouvait poser problème, mais en fait, la question, elle est à la pertinence des actes que nous avons faits. Est-il pertinent de faire une insistance médicale pour le patient alors que les chances d'avoir un enfant sont futiles? Et on sait très bien, après 41 ans, que la plupart des centres en France n'inscrivent pas de personnes en insémination extra-ordinaire parce qu'avec des attentes qu'il y a, on sait que ça ne marche pas. Et il y a plusieurs publications dans la littérature qui montrent que l'âge est vraiment un élément péjoratif pour les chances de procréer. Est-il pertinent de répondre à des demandes particulières nécessitant la mise en place de techniques complexes alors que des techniques plus simples permettent de voir l'enfant? On parlait tout à l'heure d'une robe, c'est-à-dire du don d'un ovocyte d'une femme à sa compagne, ce qui exige une fécondation in vitro, alors qu'elles peuvent avoir l'enfant par insémination. C'est pas totalement anodin de passer de l'insémination à la fécondation in vitro. C'est une question qui peut se poser. Il faut y répondre parce que c'est possible. Pour l'enfant, à l'intérêt de l'enfant, alors, je crois que François Echefeuille l'a expliqué tout à l'heure, Pénix, effectivement, avait le principe maximum, avait classé ça en principe maximum, principe minimum. Le principe maximum, c'est de ne pas faire l'enfant quand on s'écarte des conditions optimales. Et vous voyez que là, on ouvre la porte à tout un tas de critères de jugement, et à l'opposé, qui est totalement à l'opposé de l'autonomie dont on parlait tout à l'heure. Et qu'en plus de ça, les critères optimaux pour faire un enfant, à ce moment-là, il faut arrêter de se reproduire. Le principe minimum, c'est l'inverse. C'est ne pas s'opposer au désir d'enfant, quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas de vie justifiée. C'est ce que disait Pénine dans l'argument dessus. Là, on est au contraire dans le respect total de l'autonomie des parents, enfin des futurs parents. Et juste un petit détail, c'est que le désir d'enfant est un désir absolument féroce. On y reviendra peut-être dans la discussion. Et donc, si on ne veut pas prendre le principe maximum, ni le principe minimum, c'est le principe intermédiaire, ce que disait François Echefeuille tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est acceptable de pratiquer une IVG lorsque l'enfant aura une vie raisonnablement positive dans le bien-être. Je résume très brièvement, mais c'est décrit dans la littérature, et je pense que Dr. Echefeuille l'a bien rappelé. L'autre notion qui doit intervenir également dans nos discussions, c'est l'innocuité. Ne pas être malfaisant, ne pas du tout. Pour le couple ou pour l'enfant. Là, également, pour la personne à avoir des interventions médicales, ces interventions peuvent être à l'origine de pathologies ou aggraver des pathologies préexistantes. Bon, un exemple, c'est les dames qui auraient des thromboemboliques. Est-ce que une stimulation de fille ne va pas risquer d'avoir un trouble thromboembolique le jeu avec des conséquences? C'est un exemple, il y en a d'autres.
Pour l'enfant, y a-t-il, de par les circonstances, un risque pour l'enfant? Je pense par exemple à une femme qui aurait un diabète déséquilibré. Évidemment, on va proposer une progression de diabète, on la prendra en charge plus tard. Mais parfois, le plus tard était inconcevable pour les femmes. Je reviens au désir enfant féroce. Donc, le diabète déséquilibré, ça entraîne des pathologies chez l'enfant. Donc, voilà un exemple où le principe de bienfaisance et d'innocuité doit être posé sur. Un dernier principe, c'est la justice et l'équité. En justice et équité, on peut dire qu'en France, on est un peu privilégié par rapport à d'autres pays. Peut-être en France, il y a des propres tout à l'heure, mais on a d'abord, on doit mettre à disposition des méthodes ALP à tout le monde sans discrimination. Mais par ailleurs, il y a un élément qui est majeur en France, c'est la prise en charge avec l'exonération des discriminateurs, c'est-à-dire que la prise en charge à 100%. C'est totalement gratuit. Je reviendrai sur la nuance sur la conservation des gamètes, mais ça c'est autre chose. C'est la prise en charge à 100%. Et donc, ce fait est très propre à la France. Vous voyez peut-être en Israël, je crois qu'il y a quelques autres pays graves, mais c'est très propre à la France. Donc là, on est effectivement dans, je dirais, un souci de justice, de possibilités qui vont faire pour tout le monde. On se posera toujours la question de, quand même, étudier une catégorie socio-professionnelle ou de formation qui ont plus recours à l'ALP que d'autres. Mais c'est pas tout à fait. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, et j'en viens à une notion qui est une notion importante, qui est à la discussion dans les autres pays, c'est, je parle souvent de la convergence entre les techniques d'assistance à l'éducation et avec l'économie, ce qu'on appelle la bioéconomie. The Economist, qui est une revue très très sérieuse en économie, en 2019, avait carrément dit qu'il faut que vous investissiez dans les cliniques qui font de la lutte. C'est juste une parenthèse sur la bioéconomie. Alors en pratique, les équipes médicales impliquées dans les LP, elles ont donc plusieurs points à évoquer. L'équipe médicale, il faut savoir, elle est dans le prendre soin, dans la bienveillance et l'accompagnement. Ça, c'est un point qui est vraiment très important. Accompagnement durant tout le parcours, et on le propose, pas tout le temps recevable par les personnes qui ont dit non, c'est l'accompagnement même après le refus. Bien entendu, elle apporte des soins en fonction des progrès scientifiques, ça, nous sommes d'accord, mais elle doit également se soucier de la pertinence. Il ne faut pas faire des actes qui ne sont pas pertinents, parce qu'ils sont moins d'essai. Et la tâche la difficile, c'est de trouver l'équilibre subtil, souvent subtil, entre l'autonomie du désir d'enfant et la responsabilité de l'équipe médicale dans la bienfaisance et l'écoute. Alors c'est là où la loi, elle a précisé un certain nombre de points, et comme ça a été dit tout à l'heure, elle prévoit des entretiens, donc c'est marqué comme ça, des entretiens de personnes sollicitant une ALP avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire. Alors elle a cité un certain nombre de membres de l'équipe pluridisciplinaire dans la loi. Et l'équipe, comme ça a été dit tout à l'heure, doit vérifier la motivation du membre du couple ou de la femme non mariée. Je ne vais pas répéter l'article, je ne vais pas me faire le juriste. Alors, comment trouver cet équilibre dans des situations complexes? Cela peut se faire uniquement au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Et la pluridisciplinarité de l'équipe, et j'insiste là-dessus, permet l'échange de points de vue. Elle doit permettre normalement une véritable discussion éthique. Et le cas échéant, la plupart des équipes, le cas échéant, l'équipe peut faire appel, peut inviter des membres du comité éthique. Nous sommes déjà arrivés plusieurs fois dans notre équipe d'inviter des membres du comité éthique hospitalier qui sont extérieurs à l'équipe et qui apportent un regard qui peut nous aider à prendre une décision. Alors, la notion de responsabilité, elle déborde des aspects juridiques, politiques et déontologiques. Justement, pour prendre une dimension éthique,
avec pour le médecin l'objectif d'arriver à une prise de décision. Car au moment donné, face à la situation, en fait, il faut prendre une décision. Alors, on pourra discuter la décision une fois qu'elle a été prise, a posteriori, mais à un moment donné, il faut prendre une décision. La recherche du meilleur équilibre entre autonomie, désir d'enfant et responsabilité se fera donc au cas par cas. Il n'y a pas de règle établie. Je crois qu'il y a un certain nombre d'idées qui ont été précisées dans des exposés, mais il n'y a pas d'impératif législatif. Et bien entendu, cette prise de décision, elle peut être oui, ou elle peut être non, ou elle peut dire c'est pas le moment, on va vous accompagner, on va, par exemple, les personnes dont parlait Manchette Nourri tout à l'heure, qui avait le vaginisme, il y en a une qui a fait une sexothérapie et qui a été enceinte spontanément, naturellement. C'est-à-dire que finalement, l'AMP n'était pas la bonne ressource. Donc, il faut toujours un accompagnement, proposer un accompagnement, y compris après le refus. Ce qui n'est pas parfois assez. Enfin, c'est un peu l'idée que nous avons dans les. Voilà un peu comment on peut gérer ces cas complexes et comment on arrive à une prise de décision. Voilà. Donc maintenant, puisqu'on a été les seuls à parler, je pense qu'il va y avoir de très nombreuses questions. Et puis, en premier, Laurent Lemaître va peut-être animer le débat. Voilà mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Bien. D'abord, je voudrais vous dire un grand merci à vous quatre parce que vous nous avez exposé quelque chose qui est complexe, qui pose effectivement beaucoup de situations éthiques, mais vous nous l'avez exposé dans un éventail de tout ce que vous rencontrez dans votre pratique du juridique jusqu'aux situations les plus complexes, qui est remarquable et qui, je n'en doute pas, lancer la discussion. Je voudrais d'abord dire que moi, je suis le candide un peu de cette soirée, puisque je ne travaille pas du tout dans le domaine de l'AMP, et si je suis là, c'est parce que j'ai eu toute ma pratique de psychologue, d'abord en pédopsychiatrie et ensuite en psychologue en pédiatrie auprès d'enfants qui avaient des maladies graves, qui bien sûr me donnent une certaine compétences autour de l'intérêt de l'enfant. Mais sur vos pratiques, à vous, strictement parler d'aide médicale à la procréation, je n'ai aucune compétence par rapport à ça. La première chose que j'aurais envie de dire, et puis je vais essayer d'être assez bref parce que je ne doute pas que parmi tous les participants qui sont là, il y a plein de personnes qui ont des choses à dire, à associer ou à questionner. La première chose que j'ai trouvée remarquable dans vos interventions, c'est, ce qui en ressort, c'est la qualité d'accompagnement et de questions que vous vous posez des personnes que vous rencontrez pour cette aide médicale à la procréation. Et presque, j'aurais envie de vous dire, moi qui ai travaillé en pédopsie de longues années et qui ai vu beaucoup d'enfants, qu'est-ce qu'on aimerait que toutes les familles soient accompagnées et s'interrogent sur la question du désir d'enfant et d'où vient cette histoire de désir et comment on peut y réfléchir dans l'avenir, parce que finalement, j'ai l'impression que ces familles-là, elles ont quand même, dans leurs difficultés, la chance de rencontrer des équipes pluriprofessionnelles qui vont les aider à réfléchir sur ce qu'est la parentalité, sur les difficultés de la parentalité, sur le couple dans la parentalité, sur les projections qu'on peut avoir par rapport à un enfant à venir, et que de ce travail-là en commun, vous allez aussi pouvoir faire un vrai travail de prévention dans les situations qui vous paraîtront un peu les plus à risque. La deuxième chose que j'aurais envie de vous dire, c'est que certes, vous nous proposez un certain nombre de situations complexes, mais j'aimerais vous interroger sur le nombre de situations complexes par rapport à toutes les situations qui, pour vous, sont plutôt bien déroulées. Parce qu'il ne faudrait pas que les situations complexes viennent masquer, finalement, une bonne réalité d'évolution de ces situations-là. Et je retiens ce qu'a dit François Schenfield tout à l'heure, des études réalisées montrent qu'après 30 ans de ces pratiques en Angleterre,
les enfants issus de l'AMP sont des enfants qui vont globalement bien, aussi bien que les autres, peut-être même avec une surreprésentation de milieux un peu favorisés, et donc des enfants qui vont même parfois mieux dans les apprentissages, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc ça devrait lever un certain nombre d'inquiétudes. Une autre inquiétude que vous exprimez, qu'on pourrait aussi, et là aussi je pense que c'est important de se questionner, c'est que quand la loi arrive en France, on pourrait avoir l'impression que ça va ouvrir les vannes vers un nombre de demandes importants. L'exemple de l'Angleterre nous montre, si j'ai bien compris Françoise, que le flux finalement se régularise de manière assez satisfaisante et on n'a pas tout à coup une inversion des méthodes de procréation dans votre pays. Voilà. Donc tout ça m'amène à me dire, mais finalement, comme ce sont des questions complexes, est-ce que ça n'entraîne pas chez les équipes qui y sont confrontées une surestimation de leurs responsabilités? C'est une question que j'aimerais un peu à laquelle vous pourriez peut-être répondre. Et puis la deuxième chose sur laquelle j'aimerais vous questionner, parce que l'exemple anglais me paraît très riche par rapport à ce que Françoise Schenfield a raconté, c'est que finalement, une réflexion de ces équipes sur la manière dont on peut accompagner avec des procédures d'entretien avec les parents sur l'ensemble des sujets à aborder, etc., crée une certaine harmonisation au sein des équipes qui diminue les risques de projection des représentations des équipes dans les situations complexes que vous rencontrez. On sait très bien, hein, quand l'interruption thérapeutique de grossesse est arrivée, il y a des équipes qui faisaient 100% d'interruption de grossesse pour des bébés à venir qui étaient porteurs de trisomie et des équipes qui faisaient 0% d'interruption thérapeutique de grossesse. Il y a eu un moment comme ça au sein de ces équipes-là. Donc, je crois que ça, c'est vraiment une voie vers laquelle il faut tendre, c'est-à-dire comment on peut réfléchir, certes, en pluriprofessionnalité dans vos équipes, mais en inter-équipe pour que vraiment il y ait une homogénéisation un peu des pratiques. Ça n'exclut pas le singulier, l'homogénéisation des pratiques, mais ça permet de se confronter au regard d'autres équipes qui ont d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres populations, pour pouvoir effectivement arriver à une approche qui, me semble-t-il, permettra de faire baisser un peu ce sentiment très fort que je sens chez vous de responsabilité dans ces situations-là. Et alors que ce droit à l'enfant qu'on est en train de questionner là et qui finalement ne se pose pas quand on a des naissances d'enfants sans procréation médicalement assistée, ce droit à l'enfant, il est quand même, me semble-t-il, extrêmement pondéré par l'intérêt de l'enfant que vous avez dans votre tête tout au long de l'accompagnement de ces familles. Voilà un peu mes premières réflexions et pour lancer la discussion à venir. Peut-être quelques réponses. Oui, enfin, juste une réponse sur le nombre. On a fait justement le bilan il y a 2 jours. Et si vous voulez, les demandes. Alors, il faut dire que la situation était bloquée jusqu'à maintenant. Donc, on a les nouveaux plus les anciennes demandes. Donc, il ne faut pas se faire jusqu'à maintenant. On l'a multiplié par 10 au premier trimestre 2022. On l'a multiplié par 10 le nombre de données. Donc, c'est juste pour vous dire ça. Après, il faudra voir ce que ça donne dans le temps. Ça se régulera probablement, mais là, pour le moment, c'est multiplié par 10. Et ensuite, est-ce qu'on a beaucoup de cas qui sont complexes comme ça? Non, heureusement, je dirais. Mais c'est des cas qui bouleversent tout le monde, qui bouleversent l'équipe et qui sont extrêmement douloureux quand les patients. Alors, je l'entends bien, mais par exemple, dans les cas très, très passionnants là, qu'a présenté la
Gênes. Oui, je retrouvais moi des cas typiques de la psychiatrie, hein, quand on a des patients psychiatriques hospitalisés qui se mettent en couple et qui souhaitent avoir un enfant et où les équipes se questionnent sur est-ce que c'est bien raisonnable de laisser ce couple, est-ce qu'ils ont une capacité parentale, etc. Et bon, et ce ne sont pas des choses auxquelles vous êtes seul confronté au regard de cette nouvelle loi qui vient d'arriver. Ce sont des choses qu'on retrouve. Et on sait bien qu'on n'a pas d'outils pour évaluer cette parentalité-là. On n'a aucun outil. Moi, j'ai passé toute ma vie professionnelle à entendre des gens me dire qu'entre l'enfant qu'ils avaient dans la tête et l'enfant qu'ils ont rencontré quand il est né, il y a eu des rencontres qui ont été très différentes. Parfois, c'était des rencontres qui étaient au-delà de ce qu'ils avaient espéré, mais parfois, c'était des rencontres qui étaient tellement difficiles, effectivement, que ça pouvait entraîner des troubles graves. Mais personne ne pouvait présumer de ça avant. Et c'est là toute la difficulté pour vous. C'est que vous pouvez effectivement évaluer un certain nombre de fragilités de l'un et de l'autre. Vous pouvez évaluer un certain nombre d'éléments d'histoire dont on craint qu'ils puissent se répéter. Vous pouvez évaluer la manière dont ils parlent de leur parentalité à venir. Vous ne pourrez, nous ne pourrons jamais évaluer ce que le regard de l'enfant au moment de sa naissance va provoquer chez eux et va ouvrir comme potentialité de rencontres, de plaisir, de désir, etc. Donc, on aura toujours effectivement des situations difficiles qui, parce qu'elles auront été difficiles, nécessiteront un accompagnement serré, sérieux, proche, par des professionnels auprès de ces familles-là. Voilà. On pourrait peut-être demander à Mme Schoenfeld ce qu'elle pense justement de ces réflexions-là. Est-ce que vous m'entendez? J'ai enlevé mes oreillettes. Très bien, très bon. bien. Oui, je suis d'accord. C'est très compliqué. On aime parfois, on voudrait avoir un suivi plus long, mais on a, grâce aux études que j'ai mentionnées. Je vais vous dire qu'en pratique, il est très rare qu'à la fin du fin, on refuse un couple ou une personne. J'essaie de me souvenir, disons, dans les 2 ou 3 dernières années, il y en a peut-être eu 2 ou 3 qui fait un par an, sur lequel, avec toute l'équipe, on s'est dit non, c'était pas possible et ça a été accepté par le couple. Mais ce souci est toujours là. Et je crois qu'il est normal de se le faire parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de l'enfant à venir qu'on n'a pas dans d'autres cas. Ça peut être, comme je l'ai dit, physique autant que psychologique. On a eu des patients qui avaient eu des greffes de reins, des choses extrêmement compliquées. Donc, on en discute avec les spécialistes. Mais je crois que on engage notre responsabilité. Et c'est pas toujours facile à vivre, comme Louis l'a dit, mais je crois que c'est inévitable. Maintenant, en pratique, je crois qu'il est rare qu'on ait un refus ou, disons, parfois, on passe un contrat avec un couple en disant, bon, vous, monsieur, vous buvez peut-être un peu trop, il faut gérer, il faut voir avec votre généraliste, avec tous les recours qu'il y a. On leur demande bien d'ailleurs de ne pas fumer, ce qui n'est pas toujours facile à faire quand on est accro à la cigarette. Donc, je crois qu'il est un peu normal de profiter de cette situation pour aider à réaliser que d'être parent, ça implique des responsabilités. Je voudrais revenir sur une question qu'a posée Laurent Lemaître, justement, qui est effectivement le fait qu'en Angleterre, vous avez finalement des guidelines qui permettent d'évaluer et de prendre des décisions sur quelque chose qui est partagé par les centres. Et donc, je voudrais poser la question de savoir si, par exemple, un couple qui a été évalué dans le CECOS de Toulouse, qui a été refusé dans le CECOS de Toulouse, et qui va aller à Montpellier ou qui va aller
dans un autre centre en France pourra être accepté? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe ou au contraire, vous avez des approches pluridisciplinaires qui font que finalement, vous arrivez à avoir une décision assez homogène vis-à-vis du refus ou de l'acceptation, mais surtout du refus. Je dirais que ça dépend du cas, en fait. C'est au cas par cas, et donc je pense que dans les cas, ce qu'on a vu dernièrement, alors ce qu'il faut dire également, c'est qu'au sein de la Fédération des Écosses, les cas compliqués, on les ramène au niveau national. Ils sont discutés au niveau national. Le comité éthique de la Fédération des Écosses. Donc ça fait une limité. Par contre, je vois qu'il y a des consoeurs d'autres centres en ligne, là, écoute, donc elles pourront intervenir. Par contre, ça peut arriver aussi qu'en changeant de centre, on ait un regard qui soit différent. Mais c'est pas, enfin, ça dépend du cas. Il y a des cas, comme ceux qui ont été cités là, je pense qu'ils ne seraient pas pris à voir. Mais peut-être dans le public, il y a beaucoup de gens qui peuvent intervenir. En attendant que le public se manifeste, ils peuvent lever la main et poser des questions. Oui. En attendant que le public se manifeste, j'étais très sensible, François Schoenfeld, à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que dans les situations où vous avez pensé qu'il était déraisonnable de pratiquer l'AMP, vous avez pu, dans des échanges avec les parents potentiels, permettre d'arriver à une position commune d'acceptation de votre choix, en l'expliquant. Et ça, je trouve que c'est remarquable. Hein, et ça montre bien que, justement, vous avez tissé quand même, au fil de toutes ces étapes de préparation, des liens qui font que ces gens-là peuvent entendre des arguments sérieux que vous avez à mettre dans cette discussion, qui pourtant les engage dans un projet très, très fort, quoi. Et je pense que ça doit nécessiter quand même un certain temps et un certain professionnalisme des équipes qu'on n'a pas toujours dans nos structures hospitalières actuelles, non? Alors, pour répondre, je crois que vous êtes sur le même schéma que François, c'est-à-dire que quelqu'un dont tu citais tout à l'heure qui est excessif sur la boisson, on va l'accompagner et on va faire en sorte, effectivement, je pense que tu as prononcé le mot comme il fallait, c'est-à-dire leur faire prendre conscience de leur responsabilité en tant que futur parent. Et ça, c'est quelque chose qu'on pratique régulièrement. Oui, pour revenir à votre remarque, Monsieur Le Maire, oui, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de... On a la psy du service, contacter toutes les personnes nécessaires. C'est très compliqué, ça n'arrive pas souvent, mais ça nous marque. Et je crois que c'était dans ces moments-là qu'on a besoin parfois nous-mêmes d'aller voir un autre psy pour nous soutenir dans les difficultés qu'on a vécues. Mais il faut vous dire que ce travail réalisé en amont, il est sans commune mesure en temps et en énergie avec ce que serait le temps et l'énergie d'un enfant en difficulté absolument. après dans une famille tout au long de sa vie. Absolument. Pour moi, ça a toujours fait sens. J'ai fait, il y a très, très longtemps, au début de ma carrière, j'ai fait un peu de pédiatrie, donc j'étais peut-être programmée pour trouver ça absolument naturel que l'enfant, la personne vulnérable, qui n'est pas une personne en droit, nous le savons, mais le futur enfant, et dans l'équation, c'est extrêmement important. Pour notre équipe, souvent quand il y a des réticences de l'équipe, le couple est revu plusieurs fois et accompagné dans la décision. Par exemple, le couple où la dame qui avait un problème de vaginisme, ça a été la proposition d'une psychosexothérapie. Donc au départ, elle était très réticente, mais nous avons saisi de l'ouverture de son conjoint à qui cette situation posait réellement problème et qui a permis d'ouvrir une issue pour que le couple puisse instaurer quelque chose qui leur permette de sortir de cette souffrance-là, sans dire qu'il n'y aura jamais de prise en charge,
Mais on a dit, voilà, pour le moment, peut-être que ce serait intéressant de commencer à travailler pour ça et puis revenir à l'équipe une fois qu'il y a certaines choses qui se sont mises en place. Et au cours de l'année, la dame est tombée enceinte, c'est elle qui a pris contact avec la psychologue du service pour lui annoncer les choses, enfin pour lui annoncer la grossesse. Donc il y a quelque chose qui se met en place et qui permet aussi justement cet accompagnement. Pour le couple qui souffrait le couple où monsieur était tétraplégique et la dame avait des difficultés, ils ont été reçus plusieurs fois pour leur expliquer les difficultés, revenir sur ce que c'est dans la réalité, qu'est-ce que ça engage leur projet, en quoi ils s'engagent, qu'est-ce que ça engage par rapport à leur vie, à leur quotidien, et puis leur propre autonomie, et puis voir comment ils pouvaient se projeter dans les difficultés qu'ils vivaient actuellement dans une vie parentale. Donc il y a quelque chose qui est possible, pas toujours facile, parce qu'il y a certains qui acceptent justement d'être accompagnés dans ce processus-là, d'autres pas. Mais en tout cas, la décision ne tombe pas comme quelque chose qui est figé, où le couple ou les femmes ne peuvent pas revenir ou ne peuvent pas rediscuter de la situation, du choix, en tout cas de la réflexion de l'équipe. Et la question de la temporalité est une question majeure. Oui. Il n'y a pas d'urgence à faire rien. Ça n'existe pas. Il faut prendre le temps. Et si oui, il y a, pour dire simple, il y a des patients qui vont se mettre parce qu'on leur dit qu'il y a un temps d'attente, etc. Et en fait, à la fin de l'année d'attente, quand c'est une année d'attente, le temps est raccourci, mais ils viennent nous dire ah, mais ça m'a fait du bien d'échanger avec tout le monde, de mûrir le projet, d'élaborer. Je peux citer une fois une dame qui était très dans la communication, elle était jeune, c'est-à-dire qu'elle avait un très très bon bilan de fertilité, qu'il n'y avait pas de soucis, mais il y avait à côté de ça d'autres problématiques peut-être qui seraient intéressantes de travailler. Et donc je lui ai dit quel était en fait votre rêve avant d'orienter venir vers ce là, et il m'a dit son rêve était de passer, d'aller en voyage en Corse, de passer de très bonnes vacances. Et donc je lui ai dit écoutez madame, si vous êtes dans un avion et le pilote de l'avion, il me dit qu'il y a de très grands changements climatiques en Corse et c'est dangereux pour les déplacements. Peut-être on fera une petite escale sur Marseille, le temps que la tempête se calme et on repartira en Corse. Et donc il y a cette situation-là. Ou un autre pilote qui vous dit écoutez madame, on ira directement en Corse. Il faudrait qu'on arrive à l'heure déjà qui est prévue et l'heure et le jour qui est prévu. Qu'est-ce que vous aurez préféré? Mais quand même, je peux choisir la sécurité, puisque c'est mon projet, j'aimerais bien vivre quelque chose d'extraordinaire, je ne vais pas prendre le risque de me mettre en difficulté ou de risquer ma vie Et donc, c'est un peu, c'est pas du même niveau, mais c'est parfois, la temporalité permet justement d'instaurer quelque chose, le droit à être parent, je l'entends, mais aussi d'être parent heureux et d'arriver justement à cette parentalité le plus sereinement possible et d'accueillir l'enfant dans les meilleures conditions. Alors peut-être, si je puis me permettre, ce qui parfois doit vous mettre mal à l'aise, pour ne pas dire en difficulté, c'est que cette temporalité que vous signifiez comme essentielle, elle va quand même pas bien de pair avec notre fonctionnement actuel hospitalier. Hein. Je ne sais pas comment vous arrivez à gérer ça, mais c'est quand même en général un sacré enjeu, ça. Et si je peux me permettre d'intervenir, ni avec la biologie de la femme. Et je dois dire que quand je suis surprise de voir maintenant quelqu'un qui est moins de 30 ans, ça n'arrive presque plus. Les choses ont tellement changé. On sait que l'âge moyen du premier enfant, c'est pas tellement différent entre la Grande-Bretagne et la France, c'est autour de 30 ans. Donc, le temps qu'ils réalisent qu'il y a un problème, on les voit de voir quelqu'un de 32 ans, c'est déjà jeune pour nous. Donc, s'il y a un problème de temporalité et que la patiente a 38 ans, ça devient très difficile à gérer. Bien sûr, on s'adapte, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans le public? Moi, j'avais une question pour Madame Nouri. Dans votre quatrième exemple, là où vous citez bien cette famille qui malheureusement n'a pas été en capacité, cette mère qui n'a pas été en capacité de s'occuper de ses enfants et les enfants qui ont été placés, dans des situations comme celle-là, est-ce que vous arrivez à travailler avec les services sociaux concernés pour être soutenus justement dans une élaboration autour d'une nouvelle parentalité, ou vous restez un peu seul, je dirais, comme équipe professionnelle? Alors, il faut savoir que j'explique la situation de ce couple de famille 4. D'abord, la femme ne souhaitait pas, la dame ne souhaitait pas du tout se mettre en contact ni avec le médecin, ni avec les services qui l'accompagnent. Et de deux, elle parlait d'un projet de réintégration. Le but, c'est qu'elle puisse récupérer ses enfants, bien sûr, mais elle parlait de ce projet, mais d'une façon très incertaine. Donc, l'arrivée ce que je l'ai questionné, en fait, l'arrivée d'un nouveau enfant, d'une nouvelle grossesse dans son parcours, où elle cherche de récupérer ses enfants. Donc, ça posait déjà un problème, parce qu'en fait, les enfants ne sont pas encore, ils ne sont pas encore dans la famille, ils ne sont pas encore réintégrés à la famille, ils n'ont pas retrouvé, elle n'a pas retrouvé ses enfants. Et donc, l'arrivée à ce moment-là d'une nouvelle naissance pouvait être compliquée et pour elle et pour les enfants qui sont déjà là. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, accorder accepter la demande actuelle et ne pas prendre en considération pour cette pauvre dame, c'était très touchant, sa situation était très touchante, parce qu'elle exprimait toute sa souffrance après le placement de ses enfants. Et elle-même, après un moment, donné conscience que l'enfant qu'elle voulait maintenant, c'est comme s'il venait réparer toutes les blessures et les traumatismes qu'elle a vécus auparavant. Et le troisième point, quand je l'interroge de son conjoint sur sa place de futur père, sa place justement de soutien à cette parentalité-là, et lui n'était pas dans les mêmes engagements, donc il était là pour elle. Et donc toutes ces questions-là nous amènent vraiment à réfléchir à quel moment on va accepter cette demande. Donc on n'a pas refusé, l'équipe n'avait pas refusé, mais elle a ajourné en disant d'abord on lui laisse le temps qu'elle récupère ses enfants, que la vie familiale commence à s'installer dans le vie quotidien, qu'elle puisse s'installer elle dans sa fonction maternelle, et puis revenir par la suite pour la suite de la prise en charge. Le couple n'est jamais revenu. Et monsieur, entre-temps, était presque soulagé de cette position de l'équipe. Mais après, généralement, on conseille aux femmes quand elles sont, aux femmes et aux couples quand elles sont dans ces situations-là, on leur donne les liens en fait, et on transmet les liens aux équipes par la suite, qui permettent d'accompagner notamment les BNI, les pédiatres, les médecins de réseau. Donc, c'est-à-dire on se met en lien avec l'accord, bien sûr, de la femme ou du couple. Je ne vois pas dans le chat de questions posées en ce moment. Peut-être en peu de temps, peut-être que pour tout le monde est fatigué, peut-être à Jean, l'appétence de se tourner vers d'autres considérations. En tout cas, merci beaucoup à tous les intervenants d'avoir vraiment saisi le sujet et puis d'avoir discuté de ce sujet. La discussion n'est pas finie. Je vais la continuer chez vous tranquillement. Nous la continuerons tous les jours dans nos équipes. Merci beaucoup à tous.
Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.